il la battait dans la neige. Une immense louve blanche, son corps puissant mais vaincu attaché à un sapin par une corde grossière. Sa fourrure immaculée était souillée de givre et de sang séché, des croûtes sombres sur la blancheur fantomatique. Elle n'était pas censée survivre jusqu'au matin. Pour ces tortionnaires, elle n'était qu'un fardeau, un trophée encombrant qu'il fallait livrer. Mais à travers le hurlement incessant de la tempête, un vieil homme, un chasseur que le deuil de son propre fils hantait jour et nuit, entendit quelque chose qui n'était pas le vent. Son nom était Jean Dubois. Il n'aurait pas dû s'en mêler. Personne n'aurait cru qu'il oserait, mais il se souvenait trop bien de ce que signifiait perdre un être cher, et il savait ce que voulait dire le mot « sauver ». Ce qui se passa ensuite vous fera pleurer et croire en une seconde chance, même pour ceux que l'on pensait déjà enterrés. L'hiver était tombé sur la région Auvergne-Rhône-Alpes non pas en suivant le calendrier, mais en vertu du droit du plus fort. Il s'était abattu sur Rochefort en montagne, un hameau perdu dans les replis du massif du Sancy, non pas comme un invité de passage, mais comme une souveraine absolue s'emparant de son trône. Dès novembre, la Dordogne, qui avait pourtant lutté avec vigueur, s'était docilement soumise, emprisonnée sous une lourde carapace de glace. Le village lui-même, une cinquantaine de maisons de campagne aux poutres noircies par le temps, semblait figé dans une mort apparente. De la fumée s'échappait paresseusement des cheminées, unique signe de vie, mais les habitants se terraient, n'osant pas quitter la chaleur de leur foyer. La cause de cette réclusion était le blizzard. Pas une simple chute de neige, mais une tourmente digne des plus hauts sommets, une créature vivante, respirante, aveugle et furieuse. Elle griffait les volets clos, s'écrasait en vain contre les fenêtres barricadées et recouvrait les ruelles d'une couche si épaisse qu'il fallait chaque matin creuser pour libérer sa porte. Le vent projetait la poudrerie avec une telle violence qu'elle lacérait le visage comme du verre brisé. Le monde au-delà du poêle à bois crépitant se réduisait à un néant blanc et rugissant, une « obscurité blanche », comme Jean Dubois l'appelait dans le secret de ses pensées. Jean vivait à l'extrême lisière de Rochefort en montagne, dans une solide maison de campagne que son grand-père avait bâtie bien avant les guerres. Sa demeure était le dernier bastion de la civilisation avant que ne commence l'immensité sauvage et infinie du massif du Sancy. Pour Jean, cette frontière était purement théorique. Il faisait lui-même partie de cette nature, au même titre que les vieux chênes qui semblaient soutenir le ciel derrière son potager. Il approchait des 70 ans, mais ses épaules, bien que voûtées davantage par le chagrin que par les années, conservaient une force ancienne. Jean était veuf depuis 15 ans. Sa femme, Marthe, s'était éteinte doucement, comme une bougie, laissant dans sa vie un vide immense et froid. Mais la véritable fracture, celle qui avait scindé son existence en un « avant » et un « après », datait de 5 ans. Son fils, Léo, était mort. Accident lors de l'extinction d'un feu de forêt. C'est ce que disait le rapport officiel. Léo, son petit Léo, n'était pas un simple chasseur comme son père, mais un garde forestier, un agent de l'Office national des forêts. Il aimait cette forêt non comme un territoire de chasse, mais comme un foyer à protéger. Il était jeune, plein de vie, avec le même sourire lumineux que sa défunte mère. Jean le savait au plus profond de son être, chaque cicatrice sur sa vieille peau en témoignait, ce n'était pas un accident. La forêt ne tue pas ceux qui la comprennent. Ce sont les hommes qui tuent. Cette certitude, dépourvue de preuves tangibles, l'avait transformé en un ermite silencieux. Il avait cessé de se rendre au village, sauf pour le sel et les allumettes, cessé de parler de tout et de rien avec ses voisins. Son unique confident était devenu le souvenir de Léo. Et ce souvenir était amer comme l'absinthe. Ce soir-là, le blizzard atteignit son paroxysme. Le vent dans le conduit de la cheminée ne se contentait pas de gémir, il ricanait et glapissait, tel une meute de démons. Jean était assis près de son poêle à bois rougeoyant. Sur ses genoux reposait son vieux fusil de chasse, un calibre 12. Il le nettoyait par habitude, bien que chassé par un temps pareil relevât de la folie pure. Son seul compagnon, un vieux charroux nommé Gribouille, une créature habituellement léthargique et flegmatique plongée dans un sommeil sans fond, releva soudain la tête, plaqua ses oreilles en arrière et gronda sourdement. Jean se figea, le chiffon huilé à la main. Il tendit l'oreille. À travers le rugissement de la tempête, dans le bref instant où le vent semblait reprendre son souffle, un son parvint jusqu'à lui. Ce n'était pas le hurlement d'un loup. Ce son, il l'aurait reconnu entre mille. Ce n'était pas le craquement d'un arbre qui se brise. C'était un gémissement aigu, déchirant, si chargé de douleur et de désespoir que la poitrine de Jean se serra. Le son se répéta, plus fort cette fois,
un cri de pure agonie. Gribouille-Felat sauta de ses genoux et se réfugia sous un banc. Le vieil homme posa lentement son fusil. Quelque chose cloche, roqua-t-il dans le silence de la pièce. Dans son monde, celui de la forêt, les règles étaient claires. Les animaux tués pour manger. La tempête tuée parce qu'elle était une force aveugle. Mais il y avait de la cruauté en lui, cette même anomalie qu'il avait ressentie dans l'histoire de la mort de Léo. Se lever et affronter ce blizzard était un suicide. Le vent vous jetait à terre, et le gel devait déjà avoir franchi la barre des -15 degrés. N'importe quelle personne saine d'esprit aurait ajouté un verrou à sa porte et jeté une bûche de plus dans le poêle. Jean resta immobile une minute entière, le regard fixé sur la fenêtre assombrie, déjà presque entièrement ensevelie sous la neige. Puis, avec une détermination sans faille, il se dirigea vers le porte-manteau. Il s'équipa sans précipitation, avec les gestes mesurés d'un homme qui a passé sa vie dans les bois. Il enfila ses bottes fourrées. Par-dessus son gros pull, il passa une épaisse houppelande en peau de mouton, imprégnée de l'odeur de la fumée et du temps. Il mit des moufles. Il prit son fusil, vérifia les cartouches, puis sa vieille lanterne de tempête. La petite flamme vacillante s'alluma avec réticence, projetant des ombres dansantes sur les murs en bois. Léo n'approuverait pas, pensa Jean. Il disait toujours que j'étais têtu comme un vieux cerf. L'ironie, c'est que Léo avait toujours été le premier à se précipiter pour aider, sans jamais penser à lui. Jean ouvrit la porte. Le blizzard le frappa au visage comme la patte d'un ours enragé. Un mur de neige blanche et aveuglante, un son assourdissant qui semblait vouloir lui arracher l'âme. Il descendit du perron et s'enfonça jusqu'aux genoux dans un amas de neige. La lanterne se balançait dans sa main, n'arrachant à l'obscurité blanche que les tourbillons de flocons à quelques mètres devant lui. Il marcha en direction du son, qui tantôt apparaissait, tantôt disparaissait dans les lamentations du vent. Il avançait contre les éléments, contre le bon sens, guidé uniquement par ce cri désespéré qui lui paraissait aussi anormal que la mort de son fils dans les flammes. Il marcha ce qui lui sembla une éternité, bien qu'à peine 15 minutes se fussent écoulées. Il entra dans un petit bosquet où les chênes, formant une muraille dense, freinaient un peu la fureur du vent. C'était plus calme ici, et c'est là qu'il entendit de nouveau le son, tout proche. Il entendit aussi autre chose, une voix d'homme qui jurait. Jean accéléra le pas, se courbant sous les branches basses, et déboucha sur une petite clairière. La lumière de sa lanterne arracha à l'obscurité une scène qui lui glaça le cœur. Dans la clairière, près d'une motoneige en panne, se tenait un homme, et à côté de lui, quelque chose de grand et de blanc se débattait dans l'agonie. L'homme lui était inconnu, il n'était clairement pas de Rochefort en montagne. Un gars de la ville, conclut immédiatement Jean. Il portait une doudoune synthétique sombre, à la mode mais totalement inefficace contre un tel froid. Il était mince, mais bougeait avec une énergie fébrile et mauvaise. Son visage aux traits pointus et déplaisants ressemblait à un museau de rongeur. Ses yeux, quand il se tourna un instant vers la lumière, étaient dilatés par l'adrénaline et la peur. C'était Lucas Moreau. Il n'était pas un professionnel, juste un exécutant. Et là, il paniquait. La tempête, l'obscurité et ce qu'il était en train de faire, tout cela lui attaquait les nerfs. Sa peur ne faisait qu'attiser sa colère. Il était venu ici pour de l'argent facile, et se retrouvait coincé dans cet enfer de glace. Mais ce n'était pas l'homme que Jean regardait. Sur la neige gisait une louve, une bête immense comme Jean n'en avait jamais vu de sa longue vie. Et elle était blanche. Pas grise, pas brune, mais d'une blancheur aussi pure que la neige sur laquelle elle reposait. Le fantôme de la forêt, une légende que l'on se chuchotait au coin du feu. Elle était blessée. De sa cuisse sortait une courte fléchette tranquillisante noire. Jean la reconnut immédiatement. On utilisait ce genre de choses pour endormir le bétail, mais celle-ci semblait plus sophistiquée. La neige tout autour d'elle était tachée de sang. La louve était encore vivante. Elle tentait désespérément de se relever, mais ses pattes ne lui obéissaient plus. Lucas Moreau, jurant entre ses dents, essayait de lui passer un nœud coulant autour du cou. Il avait peur de s'approcher, même de la bête à moitié morte. Il la frappait encore et encore du pied dans les flancs, tentant de la forcer à rester immobile. « Crève, mais crève donc !» hurlait-il pour couvrir le bruit du vent. À cet instant, Jean Dubois sentit naître dans sa poitrine quelque chose qu'il croyait mort et enterré avec Léo. Une rage glaciale et calme.
Il ne voyait pas seulement une bête et un braconnier, il voyait une profanation, la même cruauté humaine, aveugle et stupide, qui, il en était convaincu, avait causé l'incendie qui avait tué son fils. Il ne dit pas un mot. Il leva simplement son vieux fusil de chasse. Lucas, entendant le crissement de la neige, se retourna brusquement. Dans la lumière de la lanterne de Jean, il vit ce à quoi il ne s'attendait pas. Ce n'était pas un homme qui se tenait devant lui, mais l'esprit de la forêt, un vieillard immense dans une houppelande en peau de mouton, couvert de givre, sa barbe grise emmêlée de neige. Il tenait un fusil, et ses yeux, pâles et délavés, le fixaient sans peur, sans colère, avec un mépris glacial. Lucas se figea. Le nœud coulant lui glissa des mains. Jean, avec une lente dignité, leva son fusil vers le ciel. Le coup de feu retentit. Le son, assourdissant dans ce silence relatif, frappa les tympans, et l'écho, emporté par le vent, roula à travers la forêt. Cela suffit. Lucas n'était pas un guerrier. C'était un petit prédateur de la ville, un lâche par nature. Il poussa un cri, recula comme un lièvre face au loup, glissa et tomba. Il se traîna en panique jusqu'à sa motoneige, tirant désespérément sur le lanceur. Le moteur rugit, et sans un regard en arrière, Lucas mit les gaz à fond. La machine disparut en un instant dans l'obscurité blanche et hurlante. Jean Dubois se retrouva seul dans la clairière. Il abaissa lentement son fusil. Le vent hurlait toujours, mais ici, sa fureur semblait étouffée. La lanterne projetait une lumière stable sur la neige. Le vieil homme s'approcha de la louve. Elle gisait immobile, seuls ses flancs se soulevaient lourdement. Elle leva la tête et le regarda. Dans ses yeux, il n'y avait pas de peur, seulement une fatigue et une douleur insondables. Jean s'agenouilla. La lumière de la lanterne éclaira ce que Lucas avait laissé tomber. À côté de la corde abandonnée, sur la neige, se trouvait une autre fléchette tranquillisante, intacte. Jean se tenait au-dessus de la bête vaincue, et le rugissement du blizzard semblait venir de sa propre poitrine. La louve blanche, Vesta, comme il l'avait déjà baptisée mentalement pour sa blancheur irréelle, gisait sur la neige. Sa respiration était à peine perceptible. Le froid commençait déjà à s'emparer de son corps, de sa fourrure mouillée de sang. Il aurait pu partir. Il aurait pu retourner dans sa maison de campagne chaude, retrouver Gribouille et son chagrin solitaire et familier. La nature aurait repris ses droits. C'eût été la loi de la forêt. Mais Jean regardait la fléchette qu'il avait ramassée, noire, avec son aiguille acérée, et il comprenait que ce n'était pas la forêt, c'était l'homme. La même force humaine, insensée et cupide, qui avait transformé son fils Léo en une poignée de cendres et d'os calcinés. Abandonner la louve ici signifiait laisser cette force gagner une fois de plus. Il regarda dans la direction où le scélérat s'était enfui. Non, roquat-il au vent. Pas cette fois. La décision fut instantanée, dure comme la glace de la Dordogne. Il fit demi-tour et, sans un regard en arrière, retourna vers sa maison. Chaque pas était une bataille. Il avait besoin de sa vieille Renault Estafette. Son fourgon, garé dans la cour, était un vétéran, tout comme lui. Il atteignit sa maison, ignorant la chaleur qui l'appelait depuis les fenêtres. Il attrapa une bâche qui recouvrait son bois de chauffage et grimpa dans la cabine. Le vieux moteur ne démarra pas tout de suite. Jean tourna la clé, et le véhicule ne fit que tousser douloureusement. « Allez, ma belle » murmura-t-il en caressant le volant glacial. Ce n'est pas le moment de rouiller. Il essaya à nouveau. Le moteur toussa, hurla et finit par démarrer à contre-cœur. Se frayer un chemin jusqu'à la clairière était presque impossible. L'estafette s'enlisait dans les congères. Mais Jean connaissait cette route comme sa poche. Il conduisait non pas avec ses yeux, mais avec ses tripes. Il revint. La louve était toujours là, presque entièrement recouverte de neige. Il s'approcha au plus près. Le plus difficile restait à faire. Il étendit la bâche. Quand il s'approcha d'elle, la louve souleva à peine la tête. Dans ses yeux, il n'y avait plus de fatigue, seulement une douleur sourde et dévorante. Doucement, Vesta, doucement, marmonna-t-il, s'efforçant de garder une voix calme. Je veux t'aider. Je ne te ferai pas de mal. Il essaya de la soulever. La bête était incroyablement lourde, pas du poids d'un être vivant qui résiste, mais du poids mort qui vous tire vers le sol. Jean grogna, tendant tous ses vieux muscles.
Il la saisit sous la poitrine et sous les pattes arrière. Elle sentait le sang, l'ozone et l'odeur musquée et sauvage de la forêt. Elle gémit, un son guttural et profond qui serra le cœur de Jean. Il ne put la soulever d'un coup. Il parvint seulement à la traîner sur la bâche. Il l'enveloppa comme un enfant et commença à tirer la bâche vers la voiture, centimètre par centimètre. Enfin, il l'amena jusqu'aux portes arrière de l'estafette. La hisser à l'intérieur était une tâche quasi insurmontable. Il s'agenouilla dans la neige, se tassa sur lui-même et, d'un effort désespéré, projeta d'abord la partie avant, puis poussa l'arrière. Il tomba lui-même à côté d'elle sur le métal froid, respirant lourdement, expirant des nuages de vapeur. Il resta là quelques minutes, puis il prit le volant. Aller en ville, à Clermont-Ferrand, était impossible. Des dizaines de kilomètres sur une route enneigée. La louve n'y survivrait pas. Et que dirait-il? Bonjour, j'ai amené un loup, soignez-le. On l'enverrait à la gendarmerie et on abattrait la bête. Il n'y avait qu'une seule option, risquée, presque folle, mais la seule. À l'autre bout de Rochefort en montagne, près d'une ancienne route forestière, se trouvait une maison. Une maison que les autres habitants du village évitaient. Non par peur, mais plutôt par respect pour un chagrin étranger. C'est là que vivait Sandrine Leroy. Jean traversa le village. Pas une seule lumière. Rochefort en montagne dormait, bercé par le blizzard. Il pensait à Sandrine. Elle était arrivée ici il y a 5 ans, presque en même temps que la mort de son Léo. Elle venait de Clermont-Ferrand. Une femme silencieuse et pâle, avec une ombre dans les yeux qui ne s'était jamais dissipée. Elle était veuve. Son mari, Stéphane, était journaliste. Jean se souvenait vaguement de lui. Un gars de la ville, trop curieux, qui posait beaucoup de questions sur les coupes de bois, les incendies, sur tout et rien. Puis il était parti dans le massif du Sancy, soi-disant pour un reportage, et n'était jamais revenu. Disparu. Évaporé. Ni corps, ni trace. Sandrine était venue ici après ça, avait racheté l'ancienne maison de l'infirmière du village et avait ouvert une clinique vétérinaire. Elle soignait les vaches du village, vaccinait les chiens contre la rage, réparait les ailes des oiseaux blessés. Elle était professionnelle, mais restait à l'écart. Son chagrin était aussi grand et personnel que le sien. Jean le sentait instinctivement. 2 solitudes au bord de la forêt. Mais accepterait-elle un loup, une bête sauvage et dangereuse? Il arriva devant sa maison. C'était plus soigné que chez lui. Une clôture droite qu'elle avait réparée elle-même. Une enseigne, vétérinaire, déjà presque recouverte de neige. Une lumière brillait à une fenêtre. Il frappa fort, avec insistance. 1 minute passa. Il frappa à nouveau, cette fois avec le poing. Des pas se firent entendre. Le verrou grinça. La porte s'ouvrit. Sur le seuil se tenait Sandrine Leroy. Elle devait avoir la quarantaine, bien que le chagrin l'ait vieillie. Grande, très mince, avec une peau si pâle qu'elle semblait n'avoir jamais vu le soleil. Elle portait un vieux pull en laine distendu et, par-dessus, une blouse blanche impeccable. Ses cheveux sombres étaient tirés en un chignon serré. Mais le plus frappant chez elle, c'étaient ses yeux, immenses, gris comme le ciel d'hiver, et remplis d'une tristesse si ancienne que Jean en fut mal à l'aise. Elle regarda Jean, puis son estafette d'où s'échappait un faible gémissement. Jean. Sa voix était basse et un peu rauque, celle de quelqu'un qui parle peu. Qu'est-ce qui se passe, une de vos bêtes? Jean ôta son bonnet, faisant tomber le givre de sa barbe. Pire, Sandrine. Aidez-moi, je vous en supplie, aidez-moi. Il ne lui laissa pas le temps de réagir, il se dirigea vers la voiture et ouvrit les portes arrière. La lumière de la fenêtre de Sandrine arracha à l'obscurité la fourrure blanche, le sang et la vapeur qui s'échappaient du corps. Sandrine se figea. Elle recula d'un pas, portant la main à sa bouche. Dans ses yeux, pour la première fois depuis longtemps, quelque chose de vivant brilla. Pas de la tristesse, mais un choc. C'est une louve. Jean hocha la tête, la regardant droit dans les yeux. On la battait, on essayait de l'enlever. Je ne pouvais pas la laisser là-bas. Sandrine regardait la bête. Elle voyait les blessures, le sang, les flancs qui se soulevaient péniblement. Elle voyait une créature mourante. Quelque part dans la maison, un chat miaula.
C'était minuit, son chat. Une créature noire et lisse, aussi peu sociable que sa maîtresse. Sandrine détourna son regard de Jean pour le poser sur la louve. Toute sa prudence de citadine, toute l'armure qu'elle avait bâtie pendant des années, luttait contre son serment de médecin. Elle mourra si on la laisse ici, dit doucement Jean. Sandrine prit une profonde inspiration, expirant un nuage de vapeur. Rentrez là, dit-elle fermement, dans la salle d'examen, vite. Sa petite clinique était attenante à la maison. L'endroit était d'une propreté stérile et sentait l'iode et l'alcool. Au milieu de la pièce se trouvait une table en métal. À deux, ils transportèrent Vesta de la bâche à la table. La louve était inconsciente. La lumière, ordonna Sandrine. Tenez la lampe juste au-dessus de la plaie. Jean tenait la lampe, s'efforçant de ne pas trembler. Sandrine enfila des gants, prit des ciseaux et commença à couper délicatement la fourrure autour des plaies. Ses mouvements étaient rapides, précis, sans un geste superflu. Elle travaillait en silence. Jean la regardait faire, ses doigts fins explorant les plaies causées par les coups, les désinfectant. Une côte cassée ici, murmura-t-elle. Peut-être deux. Hémorragie interne sévère. Soudain, Sandrine se figea. Elle coupait la fourrure sur le flanc, là où il n'y avait pas de sang, mais où l'on pouvait voir un étrange renflement. Qu'est-ce que c'est? Chuchota-t-elle. Elle prit une pince et tira doucement. Ce n'était pas la pointe d'une balle. C'était un fragment de la même fléchette que Jean avait trouvée. Elle l'extirpa. C'était l'embout d'une fléchette hypodermique. On ne l'a pas seulement battue, dit-elle, la voix tremblante. On a essayé de l'endormir. Elle approcha la fléchette de son nez, la renifla à peine et recula aussitôt. Tranquillisant surpuissant. Pas un produit vétérinaire. C'est autre chose, de très cher et très dangereux. Elle regarda Jean, et dans ses yeux gris, il n'y avait plus de choc, mais de l'inquiétude. Depuis quand des braconniers ont-ils ça, Jean? Jean resta silencieux, serrant dans sa main la deuxième fléchette intacte. Il la posa sur la table à côté. Les yeux de Sandrine s'écarquillèrent. Compris. Elle se remit au travail, mais ses mouvements étaient devenus encore plus tendus. Elle commença à suturer la plaie la plus profonde sur l'épaule, et c'est alors que ses doigts butèrent à nouveau sur quelque chose. Une vieille cicatrice. Elle prit une tondeuse et rasa une large zone de fourrure blanche sur l'omoplate. Sous la fourrure, sur la peau pâle, un marquage au fer apparut. Clair, parfaitement dessiné, cicatrisé depuis longtemps. Il ne ressemblait pas à une marque habituelle pour le bétail. C'était une seule et unique lettre, la lettre latine V. Sandrine recula de la table comme si on l'avait frappée. Elle fixait ce signe, son visage devenant encore plus pâle, presque comme la neige dehors. Elle connaissait ce signe. Elle l'avait déjà vu, des années auparavant, dans les notes de son mari, Stéphane. Il était obsédé par ce signe. Il le liait à un homme qu'il appelait Corbeau. Il disait que c'était une marque apposée sur quelque chose de très précieux, sur de la contrebande de luxe. Sandrine? Appela doucement Jean, voyant son état. Qu'est-ce qu'il y a? Sandrine ne répondit pas. Elle s'appuya contre le mur, le souffle court. Elle regardait la louve blanche allongée sur sa table et comprenait que le passé qu'elle avait fui en quittant Clermont-Ferrand, le passé qui lui avait pris Stéphane, venait de faire irruption dans sa maison avec le blizzard. La louve gémit doucement dans son sommeil. Sandrine sursauta, revenant à la réalité. Rien, dit-elle d'une voix sourde. Juste de vieux souvenirs. Elle termina les sutures. Elle lui injecta des antibiotiques et des analgésiques. Elle a perdu beaucoup de sang, mais son cœur est solide. Si elle passe la nuit, elle a une chance. Le blizzard au dehors ne faiblissait pas. Dans la petite pièce vivement éclairée se tenaient deux personnes, un vieil homme veuf et une femme veuve. Et entre eux, sur une table en métal, gisait une louve blanche avec un marquage mystérieux sur l'épaule, respirant contre la mort. Lucas conduisait la motoneige sans regarder où il allait. Il filait sur la rivière gelée, et le vent glacial qui lui frappait le visage ne parvenait pas à refroidir la terreur brûlante qui consumait son être. Il s'arrêta seulement 1 heure plus tard, quand Rochefort en montagne fut loin derrière. Il se gara sur la rive, à l'abri de vieux sapins enneigés, et coupa le moteur. Un silence assourdissant s'installa, seulement troublé par sa propre respiration haletante.
Il avait échoué. Il avait non seulement laissé filer la bête, mais il s'était retrouvé face à un vieil homme qui, non content de ne pas avoir eu peur, avait tiré en l'air comme pour chasser un chien galeux. Mais la peur qui étreignait maintenant Lucas n'était pas liée au vieil homme, elle était liée à celui qu'il devait appeler. Il sortit de sa poche intérieure un téléphone satellite, le seul objet de valeur qu'il possédait, un cadeau de son patron. Ses doigts, engourdis par le froid malgré les gants, ne lui obéissaient pas. Il laissa tomber le téléphone dans la neige, jura et le ramassa précipitamment. Il composa le numéro qu'il connaissait par cœur comme un autre père. Les tonalités longues retentirent. À Clermont-Ferrand, à 300 km au sud de cet enfer de glace, il faisait chaud. Dans un bureau occupant le dernier étage d'un des centres d'affaires les plus chers de la ville, un feu de cheminée brûlait. Les flammes dansaient sur la l'acajou polie d'un immense bureau, sur des carafes en cristal et sur les chaussures impeccablement cirées de l'homme assis dans un profond fauteuil en cuir. C'était Nicolas Corbeau. Pour toute la ville, il était un homme d'affaires respecté, un mécène, propriétaire d'un empire forestier. Pour ceux qui le connaissaient mieux, il était simplement Corbeau. Corbeau avait une 50aine d'années. Il était grand, mince et toujours tiré à 4 épingles. Aujourd'hui, il portait un costume 3 pièces en cachemire. Il avait le visage d'un aristocrate ou d'un inquisiteur, un front haut, des lèvres fines et pincées, et des yeux bleus clairs et froids qui semblaient vous traverser. Corbeau n'aimait pas l'échec. Il le méprisait. Il avait bâti toute sa vie sur le contrôle, sur les hommes, sur la forêt, sur l'argent. Et maintenant, il était obsédé par une chose qui lui échappait encore, la louve blanche. Ce n'était pas un simple caprice. Pour Corbeau, elle était le trophée ultime. Il ne voulait pas sa peau. Il la voulait elle, vivante, dans un enclos de sa résidence de campagne, comme le symbole de son pouvoir absolu sur cette terre sauvage et indomptable. Le téléphone sur le bureau sonna doucement. Corbeau regarda le numéro, et ses lèvres s'étirèrent en un sourire à peine perceptible. Il n'aimait pas Lucas. Il le méprisait comme il méprisait tous les faibles. Mais Lucas était utile. Assez stupide pour ne pas poser de questions, et assez effrayé pour obéir aux ordres. Corbeau appuya sur le haut-parleur. « J'écoute. » La voix de Lucas, entrecoupée par les interférences et sa propre peur, fit irruption dans la chaleur du bureau. « Nicolas, il y a un problème. Je l'ai trouvé. Comme vous l'aviez dit. J'ai tiré la fléchette, je l'avais presque, mais, Corbeau resta silencieux, laissant le silence faire son œuvre. Un vieil homme, souffla Lucas. Un vieil homme du village, avec un fusil. Il l'a tiré. Je ne pouvais pas prendre de risque, Nicolas. Il l'a emmené. Un silence de plomb s'installa dans le bureau. Corbeau se leva lentement. Il s'approcha de l'immense baille vitrée derrière laquelle scintillaient les lumières de Clermont-Ferrand. Il regardait la ville qui s'étendait à ses pieds. « Lucas, dit-il, et sa voix était douce, presque caressante. Mais cette douceur fit courir un frisson glacial le long de l'échine de Lucas. Tu n'as pas seulement pas pu prendre de risques. Tu as raté la seule mission que je t'ai confiée. Tu m'as déçu. Je la retrouverai, Nicolas, je vous le jure, tu rentres en ville, le coupa Corbeau d'un ton glacial. Immédiatement. Tu as des choses plus importantes à faire. Il appuya sur la touche pour raccrocher. Il resta un instant près de la fenêtre. Un vieil homme. Un vieillard insignifiant d'un village mourant avait osé prendre ce qui lui appartenait. Eh bien, cela ajoutait même un peu de piquant à l'affaire. Il y reviendrait plus tard. Pour l'instant, il fallait rappeler à Lucas la longueur de sa laisse. 2 heures plus tard, Lucas, sale, gelé et anéanti, entra dans le couloir d'une blancheur stérile de l'hôpital pédiatrique de Clermont-Ferrand. Il s'approcha d'une chambre au bout du couloir et regarda à travers le hublot en verre. Sur le lit d'hôpital, entourée de fils et de tubes, gisait une petite fille de 8 ans. Sa fille, Chloé. Elle était pâle, presque transparente, avec des cernes sombres sous les yeux. Chloé était son monde et sa malédiction. Une maladie sanguine rare que les médecins locaux n'arrivaient même pas à diagnostiquer correctement. La seule chose qui la maintenait en vie était un médicament importé très coûteux, que Corbeau se procurait par ses propres canaux et pour lequel Lucas était désormais endetté à vie. Il était prêt à tuer pour ça. Il l'avait presque fait. Lucas appuya son front contre la vitre froide. Il se haïssait.
Il haïssait le vieil homme dans la forêt. Mais plus que tout, il haïssait Corbeau, qui le tenait à la gorge par la vie de sa fille. Le téléphone dans sa poche vibra. Un message de Corbeau. 3 mots seulement. J'ai suspendu le paiement. Les jambes de Lucas se dérobèrent. Il glissa le long du mur. Il ne pouvait plus respirer. C'était la fin. 1 minute plus tard, le téléphone vibra à nouveau. Un autre message. Mais je peux tout reprendre. Retourne à Rochefort en montagne. Trouve le vieil homme. Trouve le vétérinaire chez qui il est allé. Je veux tout savoir. Et ramène-moi ma louve. Lucas ferma les yeux. Il n'avait pas le choix. Il ne l'avait jamais eu. Le lendemain matin, à Rochefort en montagne, un étranger entra dans l'unique magasin du village, une petite bâtisse en bois avec une enseigne, l'épicerie-boulangerie du village. Derrière le comptoir se tenait Monique Duval, une femme aux formes généreuses coiffée d'un foulard, qui était à la fois le journal local, la radio et le télégraphe. Elle savait tout sur tout le monde. Elle toisa Lucas d'un regard suspicieux. Elle n'aimait pas les gens de la ville. Lucas, essayant de paraître le plus inoffensif possible, afficha un sourire. « Bonjour, je suis au pêcheur. »« Oui. J'allais chez des amis. Ma motoneige est tombée en panne non loin. Vous auriez du pain et une bouteille de vin ?» Monique Duval posa lentement devant lui une miche de pain de campagne et une bouteille du vin rouge le moins cher. « Pêcheur, donc » grinça-t-elle en le regardant droit dans les yeux. « Par un blizzard pareil. Vous êtes un courageux, jeune homme. » Lucas eut un rire nerveux en comptant des billets froissés. « On peut dire ça. C'est calme par ici. Le village dort. » Monique ricana en prenant l'argent. « Il dort, mais pas tout le monde. La nuit a été agitée, hier. Vous dites que vous avez dormi dans la forêt, vous n'avez pas entendu de coups de feu ?» Lucas sentit un froid glacial l'envahir. Il s'efforça de garder une voix neutre. « Un coup de feu ? Non, le vent soufflait trop fort. »« C'est ça, » répondit Monique, savourant visiblement son effet. « Mais nous, on l'a entendu. Et puis, notre vieux Jean Dubois, l'ermite qui vit à l'écart, il a déboulé sur sa vieille estafette chez notre Sandrine, la vétérinaire, en plein milieu de la nuit. » Lucas se figea, faisant semblant de recompter sa monnaie. « Et qu'est-ce qui lui est arrivé ? Une bête malade, sans doute. » Monique baissa la voix jusqu'à un murmure conspirateur. « Quelle bête ? Il n'a plus d'animaux. »« Non, mon petit. Il a amené quelque chose de gros et de lourd. Ils l'ont rentré directement chez elle. La lumière est restée allumée toute la nuit dans sa clinique. Et j'en ai reparti qu'au petit matin, noir comme un orage. Je ne sais pas ce qu'ils ont bien pu fabriquer. Peut-être qu'un de ces chiens s'est fait attaquer. » Lucas hocha la tête, feignant un intérêt poli. « Ça arrive. Bon, merci bien. Je vais aller réparer ma motoneige. » Il sortit du magasin. Il avait tout ce dont il avait besoin. Le vieil homme, Jean Dubois, et la vétérinaire, Sandrine Leroy. Il connaissait sa maison. Elle se trouvait à l'autre bout du village, près de la route forestière. Sans se presser, il contourna le village par la lisière de la forêt, se cachant derrière les arbres. Il arriva à un endroit d'où il avait une vue sur la maison de Sandrine. La clinique était attenante. Il n'y avait pas de lumière à la fenêtre de la clinique, mais de la fumée sortait de la cheminée. Ça chauffait à l'intérieur. Il s'assit sur un arbre abattu, sortit la bouteille de vin mais n'y toucha pas. Il se contenta de s'asseoir et de regarder. Il attendait. Il savait que le vieil homme reviendrait ou qu'elle sortirait. Il avait juste besoin d'une confirmation. Et il l'obtint. 1 heure plus tard, la fameuse Renault Estafette arriva. Jean Dubois en sortit. 3 jours passèrent. Le blizzard se calma, laissant Rochefort en montagne enseveli sous de profondes et pures congères. Le monde était devenu d'une blancheur aveuglante et d'un silence assourdissant. Dans la clinique de Sandrine Leroy, il faisait chaud. Vesta, la louve blanche, était allongée sur une vieille couverture militaire dans un coin. Elle avait survécu. Le pire était passé. Sandrine lui injectait des antibiotiques 2 fois par jour et nettoyait ses plaies.
La louve ne se débattait plus. Elle se contentait d'observer. Sandrine, habituée à la peur passive des vaches ou aux aboiements nerveux des chiens, était frappée par ce regard. Dans les yeux jaunes et non humains de Vesta, il y avait quelque chose d'ancien, pas de la gratitude, mais une compréhension intelligente et adulte de sa situation. Minuit, le chat noir de Sandrine, feulait depuis le seuil et refusait d'entrer, préférant geler dans l'entrée. Sandrine n'avait presque pas dormi pendant ces 3 jours, mais pas de fatigue. Son sommeil était chassé par ce signe, la lettre latine V, marquée au fer sur l'épaule de la louve. Son mari, Stéphane, était journaliste. Il était vivant, bruyant, incroyablement têtu, un homme qui croyait en la vérité avec le même fanatisme que d'autres croient en Dieu. Il enquêtait sur Nicolas Corbeau. Il était obsédé. « Sandrine, tu ne comprends pas », lui disait-il la nuit, étalant des cartes et des documents sur la table de la cuisine. Ce n'est pas un simple exploitant forestier, c'est un seigneur féodal. Il possède tout ici, la forêt, la gendarmerie, les pompiers. Il met sa marque, un V, sur tout ce qu'il considère comme sien, sur les meilleures parcelles de forêt, sur les animaux rares. Sandrine l'avait supplié d'arrêter. Et puis il avait disparu. 5 ans qu'elle vivait cet exil volontaire à Rochefort en montagne, essayant de l'enterrer. Enterrer Corbeau et cette maudite lettre V sous une épaisse couche de neige et de routine villageoise. Et voilà que, à travers le blizzard, le vieux Dubois avait traîné ce passé jusque sur sa table d'opération. Le 3e jour, Jean revint. Il ne frappa pas comme la première nuit, mais fit délicatement grincer le portillon. Sandrine le vit par la fenêtre. Il ne venait pas les mains vides. Il tenait un morceau de viande congelée, probablement du chevreuil. Il venait voir la louve, mais quelque chose dans sa démarche, dans la manière dont il secoua la neige de ses bottes, indiqua à Sandrine qu'il n'y avait pas que ça. Il ne venait pas en client, mais en homme avec un but. « Bonjour, Sandrine », dit-il en entrant dans la clinique. Sa voix était calme et posée. « Comment va-t-elle » ? « Mieux », répondit Sandrine en nettoyant la table. « Elle s'en sortira, c'est une bête solide. » « Merci pour la viande, mais pour l'instant, un bouillon est préférable. » Jean hocha la tête, posa la viande sur un banc. Il ne s'attarda pas sur la louve. Il s'approcha directement de la table où Sandrine rangeait ses instruments et la regarda droit dans les yeux. Ses yeux pâles de chasseur voyaient plus qu'elle ne l'aurait souhaité. « Vous l'avez reconnu » dit-il. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Ce signe, le marquage au fer. Sandrine sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle se détourna, faisant semblant de nettoyer une seringue. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, Jean. C'est juste une cicatrice. »« Ne me mentez pas, ma petite, » l'interrompit doucement mais fermement Jean. « Et ne vous mentez pas à vous-même. Je ne suis pas venu chez vous parce que vous êtes la seule vétérinaire à 100 km à la ronde. Je suis venu chez vous parce que vous êtes la veuve de Stéphane Leroy. » La seringue tomba des mains de Sandrine. Elle se retourna lentement. Son armure, portée pendant 5 ans, venait de se fissurer. « Comment savez-vous » ? « Je suis vieux, dit Jean, mais pas aveugle. Ni sourd. Votre mari était le seul à ne pas avoir peur. Il posait des questions. Il parcourait le village, parlait aux anciens. Il posait des questions sur les incendies. Et il posait des questions sur mon Léo. » Le cœur de Sandrine manqua un battement. « Sur votre fils » ? Léo. Jean prononça le nom de son fils comme s'il le goûtait, craignant de se brûler. Il était garde forestier. Il essayait d'arrêter les coupes illégales. Il dressait des cartes, écrivait des rapports à Clermont-Ferrand. Il les dérangeait, beaucoup. Et puis il y a eu cet incendie. On m'a dit, accident. Perdu dans la fumée. Mais je connais ma forêt, Sandrine. La forêt ne brûle pas comme ça, ni à cet endroit, ni à cette vitesse. C'était un incendie criminel, et mon Léo ne s'est pas perdu. On l'a aidé. Jean s'approcha. Son visage, sillonné de rides, était aussi sévère que l'écorce d'un vieux chêne. Peu de temps avant sa mort, mon fils m'a dit un seul mot. Il a dit, « Papa, s'il m'arrive quelque chose, souviens-toi de ce mot, corbeau. » Il a dit que ce corbeau possédait tout, même la caserne de pompiers qui est arrivée si opportunément quand il n'y avait plus rien à sauver.
Sandrine s'appuya contre la table. L'air lui manquait. Corbeau, murmura-t-elle. Et une semaine après la mort de Léo, continua Jean, une lueur d'acier dans la voix, votre mari Stéphane est arrivé à Rochefort-en-Montagne, et il posait les mêmes questions. Il posait des questions sur Léo, sur l'incendie, et lui aussi posait des questions sur Corbeau. Et puis il a disparu. Vous pensez que ce sont des coïncidences? Ils restèrent silencieux. Dans le silence, on entendait la respiration de la louve. Sandrine regardait le vieil homme, et dans son visage, elle voyait le même chagrin, le même vide calciné qui l'habitait. Mais il y avait en lui quelque chose qu'elle n'avait pas. Une rage. Une rage froide et intacte. Elle prit une décision. Attendez ici, dit-elle. Elle quitta la clinique et entra dans la partie habitation de la maison. Jean se retrouva seul avec la louve. Vesta ouvrit les yeux et le regarda. Et voilà, ma belle, lui dit-il doucement. On dirait bien qu'on est dans le même bateau. Sandrine revint quelques minutes plus tard. Elle tenait une vieille caisse militaire en métal que Stéphane avait dénichée dans une brocante. Elle était fermée par un petit cadenas. Sandrine posa la caisse sur la table et sortit de son cou un petite clé qu'elle portait comme une amulette. 5 ans qu'elle n'avait pas ouvert cette boîte. C'était sa boîte de Pandore, pleine de douleur. Elle tourna la clé. Le cadenas cliqueta. Elle ouvrit le couvercle. À l'intérieur se trouvaient les affaires de Stéphane, un vieil appareil photo, quelques cassettes de dictaphone et un épais dossier. Ses mains tremblaient. Elle sortit le dossier. Jean s'approcha. Ils se tenaient côte à côte, penchés sur la table. Sandrine ouvrit le dossier. Dessus se trouvaient des coupures de journaux, des rapports officiels sur l'exploitation forestière, et en dessous, les notes manuscrites de Stéphane, son écriture rapide et illisible. C'étaient des listes de sociétés, des numéros de camions, des dates, et partout, le même nom, Nicolas Corbeau, et à côté, entre parenthèses, Corbeau. Jean pointa du doigt une ligne. C'est lui, le patron. Lisez la suite, murmura Sandrine. Elle tourna la page. C'était une carte des parcelles forestières, et l'une d'elles était entourée en rouge. La parcelle où, selon les données officielles, l'incendie qui avait coûté la vie à Léo Dubois s'était produit. Dans la marge, Stéphane avait écrit « Incendie accidentel et 15 juin ». LD Léo Dubois décédé. 22 juin, Corbeau obtient une autorisation d'urgence pour une coupe sanitaire de toute la zone brûlée. A effacé les traces. Les yeux de Jean s'assombrirent. Il s'agrippa au bord de la table. Mais ce n'était pas tout. Sandrine sortit du fond du dossier plusieurs photos que Stéphane avait eu le temps de développer. Sur l'une d'elles, des caches dissimulées dans la forêt. Sur une autre, un camion chargé de conteneurs. Et sur le flanc du camion, à peine visible mais net, un logo, une lettre V stylisée. Et sur la dernière photo, prise apparemment avec un appareil caché, se trouvait Corbeau lui-même. Il se tenait à côté d'un hélicoptère, vêtu d'une coûteuse tenue de chasse. Et à côté de lui, souriant, se tenait un homme que Jean reconnut immédiatement. L'homme qu'il avait surpris dans la forêt. Celui qui battait Vesta. Lucas. Il travaille pour Corbeau, souffla Jean. C'est lui. Sandrine laissa tomber les photos. Tout concordait. Ce n'étaient pas des tragédies distinctes. C'était une seule et grande histoire sordide. Et Corbeau en était l'auteur. La mort de Léo, la disparition de Stéphane. Et maintenant, cette louve. Vesta n'était pas une simple bête blessée. C'était une preuve vivante et respirante, que Corbeau cherchait si désespérément à obtenir ou à détruire. Maintenant vous comprenez, dit Jean d'une voix sourde. Il ne s'arrêtera pas. Il sait que ce Lucas a échoué. Il en enverra d'autres, ou viendra lui-même. Sandrine leva les yeux vers lui. 5 ans qu'elle était une victime. 5 ans qu'elle pleurait le passé. Mais maintenant, en regardant le vieil homme qui avait perdu son fils et la louve qui luttait pour sa vie, elle sentit la peur céder la place à autre chose. Une détermination, froide comme la glace. Alors nous devons la protéger, dit-elle. Ce n'était pas une simple décision. C'était une condamnation, pour eux deux. Jean hocha la tête. Il regarda la louve, qui semblait somnoler, mais ses oreilles étaient dressées.
Nous la protégerons, dit-il. Pour Léo et pour Stéphane. Le silence qui s'installa dans la petite clinique était lourd et dense comme de la neige mouillée. Les photos et les documents de Stéphane Leroy étaient étalés sur la table, tel un acte d'accusation dressé par le destin lui-même. Vesta, la louve blanche, gémit doucement dans son sommeil, comme si elle sentait la tension. Il sait que ce Lucas a échoué, répéta Jean d'une voix sourde. Il sait que la louve est ici, au village. Il enverra d'autres hommes, ou viendra lui-même. Sandrine frissonna, mais ses yeux gris, d'habitude remplis de tristesse, étaient maintenant secs et clairs. Vous avez raison, dit-elle d'une voix basse mais ferme. On ne peut pas la laisser ici. La clinique est trop évidente. J'ai une cave, dit-elle. Pas celle de la maison, une cave d'hiver, à l'extérieur, profonde, en pierre. Il y fait sombre, mais c'est sec et la serrure est solide. L'idée plut à Jean. Il fallait la déplacer tout de suite, avant que le village ne se réveille. Vesta était faible, mais restait un animal sauvage. Sandrine prépara une seringue. C'est un léger sédatif, dit-elle en remarquant le regard méfiant de Jean. Juste pour qu'elle n'ait pas peur. Elle a besoin de calme. Elle fit l'injection. La louve tressaillit à peine. Puis, en gémissant d'effort, ils la remirent sur la bâche et la transportèrent à travers la cour enneigée. Ils descendirent Vesta dans la cave, la déposèrent sur un tas de vieilles couvertures propres. Sandrine plaça un seau d'eau et une gamelle à côté. Ici, ils ne la trouveront pas, dit-elle en fermant le lourd couvercle de la cave et en y accrochant un cadenas de grange. Au moins, pas tout de suite. Ils restèrent assis dans la petite cuisine de Sandrine, baignés par la lumière de la lune, incapables de parler, retournant au papier de Stéphane. Ils étaient assis jusqu'à l'aube, deux âmes esseulées, unies par une soif de justice. Ils ne savaient pas qu'on les observait. Lucas n'était pas parti. Il était assis dans la forêt, en lisière du village. Il avait vu Jean venir chez Sandrine. Il les avait vus veiller toute la nuit. Il les avait vus sortir dans la cour et transporter quelque chose dans la cave. Vous voilà, murmura-t-il, les dents claquant de froid et de rage. Vous l'avez cachée. Elle est donc toujours en vie. Dans sa poche, son téléphone vibra. Un message de Corbeau. Des nouvelles? Lucas regarda la maison de Sandrine. Il pensa à Chloé, sa fille, à son visage pâle et aux machines qui bipaient près de son lit. Corbeau lui avait envoyé une photo de l'hôpital. Chloé souriait, tenant une nouvelle poupée, avec la légende « Elle va bien ». Pour l'instant. Cet homme était le diable. Lucas savait qu'il devait agir. Il décida d'essayer autrement. Il attendit que l'estafette de Jean s'éloigne. Maintenant, elle était seule. Il sortit de la forêt et frappa directement à la porte de Sandrine. Entendant les coups, elle sursauta. Elle regarda par la fenêtre et son cœur s'arrêta. Sur le perron se tenait l'homme de la photo, l'homme que Jean avait vu dans la forêt, Lucas. Il avait l'air fatigué, gelé, presque pitoyable, mais ses petits yeux vifs balayaient les alentours. Sandrine n'ouvrit pas. « Que voulez-vous » demanda-t-elle à travers la porte. Lucas tenta un sourire. « Sandrine Leroy, c'est ça ? Je sais ce que vous avez. N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal. Je veux juste parler. Partez, ou j'appelle la gendarmerie. » Lucas eut un sourire amer. « La gendarmerie ? Sérieusement ? Le temps qu'ils arrivent, écoutez, je veux vous proposer un marché. » Il sortit de sa poche une épaisse enveloppe remplie d'argent et la glissa dans l'entrebâillement de la porte. « Il y a beaucoup, vraiment beaucoup. Assez pour quitter ce trou. Mon employeur veut juste récupérer son bien. C'est un spécimen très rare. C'est un collectionneur. Il paiera pour vos ennuis. » Sandrine regarda l'enveloppe, puis l'homme qui se tenait devant elle. L'homme qui travaillait pour l'assassin de son mari. « Stéphane, murmura-t-elle. »« Quoi ?» demanda Lucas. Sandrine ouvrit la porte. Lucas recula, surpris. Elle se tenait sur le seuil, pâle, mince, mais dans ses yeux gris brûlait un feu si glacial que Lucas fit involontairement un pas en arrière. Elle ne regardait pas l'argent, elle le regardait en face. « Il y a 5 ans, dit-elle doucement, sa voix vibrant comme une corde tendue, mon mari a disparu dans cette forêt.
Il s'appelait Stéphane Leroy. Il cherchait la vérité sur un homme du nom de Corbeau. Le visage de Lucas changea. Le masque pitoyable tomba. Il comprit qu'elle savait. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Dehors, dit Sandrine. Dehors de chez moi. Et reprenez votre argent sale. Lucas fronça les sourcils. Il ne s'attendait pas à une telle résistance. Sa voix devint dure. Dommage, siffla-t-il. On dirait que vous n'avez pas compris, la veuve. C'était une demande polie. Vous vivez seul ici, entouré par la forêt. Tout peut arriver. Le vieux Dubois ne sera pas toujours là. Un incendie pourrait se déclarer, ou vous pourriez aller chercher de l'eau et ne pas revenir, comme votre mari. Il fit un pas vers elle. Rendez-moi la louve. C'est ma dernière, il n'eut pas le temps de finir. Sandrine ne cria pas. Elle fit quelque chose qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Elle lui cracha au visage de toutes ses forces. Lucas se figea, abasourdi. Il essuya lentement la salive de sa joue. Un instant, une pure fureur animale éclata dans ses yeux. Il leva la main pour la frapper, mais Sandrine ne recula pas. Elle le regardait avec un tel mépris, une telle haine, qu'il baissa la main. Il comprit qu'il ne briserait pas cette femme, ni avec de l'argent, ni avec des menaces. Il ramassa silencieusement l'enveloppe, la glissa dans sa poche. Vous allez le regretter, articula-t-il. Vous deux. Dès cette nuit. Il tourna les talons et s'éloigna rapidement. Sandrine claqua la porte et s'y adossa, tremblante. Elle n'avait pas peur. Elle était furieuse. Elle comprit que la menace était réelle. Dès cette nuit. Elle se précipita vers le téléphone, mais il n'y avait pas de tonalité. La ligne était coupée. Elle était coupée du monde, et la nuit approchait. Lucas était désespéré. Il avait échoué 2 fois. Corbeau allait le tuer. Ou pire, il laisserait Chloé mourir. Il devait envoyer un message que le vieil homme comprendrait, un message qui le ferait hurler de douleur. Il attendit la tombée de la nuit. La lumière brillait chez Sandrine, mais elle ne sortait pas. Le vieil homme était aussi chez lui. Lucas se glissa jusqu'à la maison de Jean. La maison était sombre. Le vieil homme était sûrement parti chez Sandrine, craignant de la laisser seule. C'était parfait. Lucas s'approcha non pas de la maison, mais de la grande et solide grange où Jean fendait et rangeait son bois. La réserve de bois, pleine de bûches sèches comme de la poudre, son stock pour tout l'hiver. Lucas sortit un bidon d'essence qu'il avait caché près de sa motoneige. Il ne se contenta pas d'asperger, il imbiba méthodiquement la grange de tous les côtés. Il repensa aux mots de Corbeau, « Tu veux faire peur à un homme des bois? Prends-lui son feu, ou apporte-lui le feu. » Il recula et jeta un briquet. La flamme rugit, dévorant avidement le bois sec. Le feu s'élança dans le ciel sombre, un immense serpent orange léchant les étoiles. Dans la maison de Sandrine, Jean et elle étalaient les papiers de Stéphane, essayant d'établir un plan, quand ils virent la lueur. La fenêtre de la cuisine devint rouge. Jean se précipita à la fenêtre. Son cœur s'arrêta. Il ne voyait pas seulement un incendie, il voyait un brasier qui faisait rage exactement là où se trouvait sa maison. Léo, souffla-t-il. Il se rua vers la porte. Jean, non. Cria Sandrine. C'est un piège. Il veut vous attirer dehors. Mais Jean ne l'écoutait pas. Il courut dans la neige, s'enfonçant, à bout de souffle. Il voyait sa réserve de bois brûler, le feu se propager au coin de la vieille grange. Son passé, son pire cauchemar, était de retour. Ils restèrent à distance de sécurité, impuissants. Le feu était trop violent. Il regardait simplement le travail de tout son automne se transformer en cendres. Puis Jean comprit. Le feu ne touchait que la grange à bois. La maison était intacte. Pour l'instant. Ce n'était pas une tentative de le tuer. C'était un message. Lucas, loin dans la forêt, regardait son œuvre. Il ne ressentait aucune satisfaction, seulement un vide froid et morne. Il envoya à Corbeau une photo de la grange en feu. La réponse arriva une seconde plus tard. Bon début. Maintenant, prends la louve. Jean se tourna vers Sandrine.
Son visage, éclairé par les flammes, était terrifiant. « Il est venu te voir, dit-il d'une voix sourde. Il t'a menacé. » « Oui, » murmura Sandrine, incapable de détacher son regard du feu. Il a dit que nous le regretterions, que ça arriverait cette nuit. » Jean regarda les restes de sa grange, puis la maison de Sandrine où, dans la cave, se cachait la louve blanche. Il comprit que ce n'était pas une simple menace. C'était une déclaration de guerre. Et Corbeau venait de jouer son premier coup. Des cendres et une fumée amère. C'est tout ce qui restait de la réserve de bois de Jean. L'incendie, qui avait dévoré son stock pour l'hiver, avait laissé une tache noire et laide sur la blancheur éblouissante de la neige. Jean Dubois et Sandrine Leroy se tenaient sur le perron de sa maison, regardant à travers le village ce qui subsistait de sa propriété. L'aube se levait à peine, colorant la fumée d'un rose grisâtre maladif. Le village s'éveillait. Les voisins sortaient déjà, secouant la tête, mais ils n'osaient pas s'approcher de la maison de Jean. Un incendie à Rochefort en montagne n'est pas seulement un malheur, c'est le signe d'une catastrophe imminente. Mais Jean ne regardait pas les cendres, il regardait sa maison, que le feu n'avait pas touchée. Il comprenait ce langage. Ce n'était pas une attaque, c'était un avertissement. Un message écrit par le feu. Il veut qu'on ait peur, qu'on se terre comme des marmottes, dit Jean d'une voix sourde, serrant dans sa main une vieille cognée noircie qu'il avait trouvée dans les décombres. Sandrine était restée silencieuse. Elle n'avait pas dormi de la nuit. La menace de Lucas, disparaître, comme ton mari, l'avait marquée au fer rouge. 5 ans qu'elle vivait dans le brouillard du deuil, mais c'était une douleur passive et lancinante. Maintenant, c'était une peur aiguë et glaciale. Mais en regardant Jean, son dos courbé, la façon dont il serrait cette cognée inutile, sa peur se mua en fureur, la même fureur qu'elle avait vue dans les yeux de Vesta, la fureur d'une mère protégeant sa progéniture, en l'occurrence, la mémoire de son mari. Il s'est trompé, Jean, dit-elle doucement, mais avec une telle fermeté que Jean se retourna. Il pense que nous sommes des victimes. Elle retourna dans la maison. Jean la suivit. Sur la table de la cuisine, à la faible lueur du matin, se trouvaient les papiers de Stéphane, la carte, les photos. Il pense que nous allons cacher cette louve, continua-t-elle. Son doigt se posa sur la carte. Il pense que nous allons rester assis ici à attendre qu'ils viennent nous brûler vifs. Il ne s'attend pas à ce que nous attaquions les premiers. Jean haussa un sourcil. Dans les yeux gris de Sandrine, il vit soudain le reflet de ce même feu que Stéphane Leroy avait un jour apporté dans leur village, un feu indomptable en quête de vérité. Je veux aller là-bas. Son doigt appuya sur la marque rouge que Stéphane avait faite sur la carte. L'exploitation forestière du Rocher Noir. Le lieu qu'il avait photographié. L'antre. Si nous voulons que la mort de Léo et de Stéphane ait un sens, nous devons trouver des preuves. Pas de simples photos, mais quelque chose qui fera bouger Clermont-Ferrand. Jean resta longtemps silencieux, regardant la carte. C'était de la folie. Partir à deux, un vieil homme et une femme, au cœur des ténèbres. Mais il savait qu'elle avait raison. Se cacher était inutile. Corbeau les avait déjà encerclés, comme un chasseur encercle un ours dans sa tanière. Il n'avait qu'une seule chance, percer. D'accord, dit-il. Mais nous ne pouvons pas la laisser. Il parlait de Vesta. La cave était sûre, mais si Lucas revenait avec des renforts, il l'ouvrirait comme une boîte de conserve. Ils avaient besoin de quelqu'un de confiance. Il n'en restait presque plus à Rochefort en montagne, mais il y en avait un. Jean alla chez son voisin, Pierre Bernard. Il approchait des 80 ans. Il était plus âgé que Jean et était ce qu'on appelait un véritable enfant du pays. Il faisait partie de cette terre, comme la mousse sur les rochers. Petit, sec comme un champignon, le visage ridé comme une pomme cuite et des yeux d'un bleu clair et limpide d'enfant. Pierre Bernard était seul. Sa femme était morte depuis longtemps, ses enfants étaient partis et s'étaient perdus dans les villes. Il vivait seul, avec son jardin et ses souvenirs. Jean entra chez lui sans frapper. Pierre était assis dans sa cuisine, buvant du thé dans sa soucoupe. « Bonjour, Pierre, dit Jean. Tu as vu ma grange. » Pierre Bernard hocha lentement la tête, sirotant son thé. « Je l'ai vu, Jean. Ce n'est pas bon signe. C'est la main d'un étranger. » « C'est bien ça, confirma Jean. Je dois partir pour un jour, peut-être 2.
avec Sandrine. Pierre leva sur lui ses yeux clairs. Il n'y avait pas de surprise, seulement de l'attente. J'ai besoin que tu restes chez elle, avec ton fusil. Elle a des provisions importantes dans sa cave. Personne ne doit s'en approcher. Personne. Compris? Pierre Bernard hocha à nouveau la tête. Il ne posa aucune question. Dans la forêt, on ne pose pas de questions inutiles. Si Dubois demande, c'est que l'affaire est sérieuse. Mon fusil est graissé, dit-il simplement. Vas-y, je monterai la garde. Jean retourna chez Sandrine. 10 minutes plus tard, ils étaient prêts. Sandrine descendit une dernière fois dans la cave. Vesta était allongée sur les couvertures. Elle était faible, mais quand Sandrine lui apporta un bol de bouillon tiède, la louve leva la tête et lui lécha timidement la main. Ce n'était pas de la soumission, c'était une reconnaissance. On reviendra, murmura-t-elle. Attends-nous. Ils fermèrent la cave. Pierre Bernard était déjà assis dans la cuisine de Sandrine, son vieux fusil de chasse sur les genoux. Il leur fit un signe de tête silencieux. Leur estafette quitta le village discrètement. Ils ne prirent pas la route principale. Jean conduisait sur de vieux chemins forestiers abandonnés que lui seul connaissait. 3 heures de secousse plus tard, Jean coupa le moteur. On est arrivé, dit-il. Le reste se fait à pied. Il se tenait au bord d'une immense clairière enneigée. Au centre, comme le squelette d'un monstre préhistorique, se dressaient les bâtiments noircis de l'exploitation forestière du Rocher Noir. L'endroit semblait mort. Un haut grillage avec du fil de fer barbelé, déchiré à de nombreux endroits. Le silence. Mais ce n'était pas le silence de la forêt. C'était un silence mort et menaçant. Pas d'animaux, murmura Jean en montrant la neige. Pas une seule trace. Mais, en tant que chasseur, il vit autre chose. Près du portail, la neige était fraîchement tassée, et d'une des baraques s'échappait un filet de fumée à peine visible, qui sentait non pas le bois, mais le gazole. Un générateur diesel fonctionnait. Ils ne se dirigèrent pas vers le portail. Jean la conduisit le long du grillage jusqu'à un trou qu'il avait repéré. Ils se faufilèrent à l'intérieur. Le territoire était immense. De vieilles scieries, des tracteurs rouillés, des barils. Ils se déplaçaient en courant, se cachant derrière les congères. Le générateur bourdonnait quelque part dans le bâtiment principal, une longue baraque basse en plaques de béton. C'est là, dit Sandrine en consultant les notes de Stéphane. Il avait écrit « bureau » et « entrepôt frigorifique ». La porte de la baraque principale n'était pas verrouillée. Jean la poussa. Elle s'ouvrit avec un grincement à vous donner la nausée. Ils entrèrent. La première chose qui les frappa fut l'odeur. Un mélange horrible et nauséabond de sang, de produits chimiques et d'autres choses que Sandrine ne put identifier. Une odeur de peur congelée. Ils allumèrent leurs lampes de poche. Ils se trouvaient dans un immense atelier. Le long d'un mur se trouvaient des machines, des scies, le bric-à-brac habituel d'une scierie. Mais l'autre côté était un enfer. Le long du mur s'alignaient des rangées de cages, de grandes cages rouillées. La plupart étaient vides, mais dans certaines Sandrine porta la main à sa bouche pour ne pas crier. Dans certaines, il y avait des restes, des os, des touffes de poils. Et plus loin, il y avait l'entrepôt frigorifique. C'était une immense chambre froide. Jean ouvrit la lourde porte. À la lumière de leurs lampes, le givre scintilla. Et ce qu'il y avait à l'intérieur. C'étaient des trophées. Des dizaines de peaux d'animaux rarissimes. Et des loups, beaucoup de loups. C'est ce qu'il fait, murmura Sandrine en reculant. Ce n'est pas un simple braconnier, c'est un monstre. Il l'a gardé ici, dit Jean. Vesta. Il la traquait. Et ça c'est ce qu'il faisait des autres, ceux qui n'avaient pas de chance. Ils sortirent de la chambre froide. Le bureau, dit Sandrine en montrant une porte au fond de l'atelier. Le bureau était tout le contraire, propre, chaud. Un radiateur fonctionnait. Sur une table se trouvait un ordinateur moderne et un téléphone satellite. Sandrine se précipita vers l'ordinateur. Il était protégé par un mot de passe. Zut! J'en attendis pas. Il s'approcha d'une grande armoire métallique. S'il est comme nos patrons, marmonna-t-il,
il ne fait pas confiance à ces machins. Il plaqua le canon de son fusil contre la serrure de l'armoire et, sans hésiter, appuya sur la détente. Le coup de feu retentit de manière assourdissante dans l'espace confiné. La serrure vola en éclats. Jean ouvrit les portes. L'armoire était pleine de dossiers, épais comme des briques, de livres de comptes. « Jean, vous êtes un génie », s'exclama Sandrine. Cessez sa comptabilité parallèle. Elle attrapa un dossier. Expédition, date, non. Hong Kong, Pékin. Il les vendait en Asie. Prends tout, dit Jean en jetant un œil à la porte. On a peu de temps. Sandrine attrapa le sac qu'elle avait apporté et commença à y enfourner frénétiquement les dossiers et les livres. Elle ne sentait plus la peur, seulement l'adrénaline. Ils avaient trouvé. Ils avaient trouvé de quoi enterrer Corbeau. Et ça, dit-elle en débranchant l'unité centrale de l'ordinateur. Le disque dur. Ils s'apprêtaient à partir. Le sac était plein. Ils avaient presque gagné. C'est à ce moment-là qu'ils l'entendirent. D'abord une vibration que Jean sentit à travers le sol en béton, puis un grondement sourd et croissant. Le son d'un moteur diesel lourd. Jean se précipita vers une fenêtre sale. Un camion. Souffla Théil. Un énorme vieux camion forestier à 6 roues entrait lentement sur le site. Ses phares fendaient la pénombre, et il se dirigeait droit vers la baraque principale. Le moteur s'arrêta. Les portières du camion claquèrent. Ils étaient là. Ils étaient piégés. Le grondement du camion s'éteignit, remplacé par un silence de mort. Les portières claquèrent comme des coups de feu. Jean Dubois et Sandrine Leroy se figèrent dans le bureau. Le sac de dossiers et l'unité centrale leur parurent soudain inutiles. Dans la chambre froide, siffla Jean. Non, le coupa sèchement Sandrine. Sa voix vibrait d'adrénaline. Il n'y a qu'une seule entrée. Ils nous y enfermeront comme des rats. Nous devons sortir par l'atelier. Jean acquiesça. Je passe devant. Reste derrière moi. Et quoi qu'il arrive, ne lâche pas le sac. Il soupesa son vieux fusil. 2 cartouches. Contre qui sait combien d'hommes? Ils retournèrent dans l'immense atelier puant. Dehors, près de l'entrée principale, des voix se firent entendre. L'une, nerveuse et servile, celle de Lucas. L'autre, basse, calme, pleine d'une tranquillité glaciale, celle de Corbeau. Jean et Sandrine plongèrent derrière les rangées de cages rouillées, se collant au béton froid. De là, ils voyaient l'entrée du bureau, le passage vers la chambre froide et autre chose. Au milieu de l'atelier, il y avait une immense fosse carrée dans le sol, à moitié remplie d'une eau sombre, huileuse et stagnante, recouverte d'une fine couche de glace et de détritus. La porte de la baraque s'ouvrit en grinçant. 2 hommes entrèrent. Lucas d'abord. Il était pâle, les traits tirés. Derrière lui, comme un maître, entra Nicolas Corbeau. Il était absurde dans cet antre de la mort, avec son long manteau en cachemire et ses chaussures en cuir de luxe. Il entra et grimaça de dégoût en respirant l'air. « Quelle saleté !» dit-il. Lucas s'approcha du bureau. « Nicolas, regardez, la porte est forcée. » Ils entrèrent. Jean et Sandrine retinrent leur souffle. Une minute, qui parut une éternité, s'écoula. Puis Corbeau sortit du bureau. Son visage était calme, mais ses yeux étaient devenus encore plus froids. « L'armoire est forcée », constata Théil. L'ordinateur a disparu. Ils sont ici. Lucas dégaina son pistolet, mais Corbeau l'arrêta d'un geste. Ne t'agite pas, Lucas. Ça te donne mauvaise mine. Ils n'ont pas pu aller loin. Corbeau s'avança au centre de l'atelier. Jean. Sa voix résonna contre les murs. Et vous, Sandrine? Je sais que vous êtes là. C'est puéril. Sortez. Silence. Vous avez pris ce qui m'appartient, continua Corbeau du même ton. Les dossiers, l'ordinateur. Ce sont des biens de l'entreprise. Jean comprit qu'il cherchait simplement à les localiser. Il décida de sortir. Mourir en se cachant comme un rat était pire que de mourir en regardant l'ennemi dans les yeux. Il sortit de sa cachette. Assez de blabla, Corbeau. Corbeau sourit.
Ce n'était pas un sourire, mais un rictus. Il se tourna lentement. Derrière Jean, serrant le sac contre elle, sortit Sandrine. « Ah, vous voilà. » Le regard de Corbeau s'attarda sur le vieux fusil de Jean, puis sur le sac. « Dubois, j'ai toujours dit que ta famille était têtue. Ton fils était pareil. » Le cœur de Jean manqua un battement. « Que as-tu dit ? C'est toi tu l'as tué. » Corbeau se mit à rire. Un rire sec et silencieux. « Tué ? Quel mot laid et vulgaire. Non, j'ai résolu un problème. » Léo était un problème. Il était naïf, il pensait que ces stupides rapports changeraient quelque chose. Il nuisait aux affaires. Il me nuisait. Il se tourna vers Sandrine. « Et votre mari, Stéphane, un autre idéaliste. Un idiot. Il fouinait trop. Il a failli faire capoter un contrat avec mes partenaires asiatiques. » Sandrine s'avança, le visage blanc comme la neige. « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» murmura-t-elle. Corbeau la regarda avec pitié. « Je lui ai donné sa chance. Je lui ai offert de l'argent, beaucoup d'argent. Il a refusé. La forêt est un endroit rude, Sandrine. Elle ne pardonne pas les erreurs. Et elle n'aime pas les bavards. Il est parti dans la forêt et n'est pas revenu. Ça arrive. » C'était un aveu. Froid, indifférent, bureaucratique, de 2 meurtres. Jean leva son fusil. « Tu vas payer pour eux, maintenant. Ne sois pas mélodramatique, vieil homme, » sourit Corbeau. « Tu ne tireras pas. Tu es un chasseur, pas un tueur. » Maintenant, sa voix devint dure comme l'acier, « Donnez-moi le sac et le disque dur, et peut-être que je vous laisserai partir. » Jamais, souffla Jean. Je m'en doutais. Corbeau se tourna vers Lucas. « Lucas, prends-leur. » C'est à ce moment que tout bascula. Lucas se tenait là, pâle comme la mort. Il regardait Jean, son vieux fusil. Il regardait Sandrine, son visage déformé par le chagrin et la haine. Il pensait à sa fille Chloé. Il pensait que Corbeau lui demandait de tuer. Encore. « Nicolas, » commença Lucas, la voix brisée. « Ils ne feront rien. Ce ne sont qu'un vieil homme et une femme. »« Laissons, silence !» hurla Corbeau, perdant pour la première fois son sang-froid. « Espèce d'incapable !» Corbeau repoussa Lucas et s'avança lui-même vers eux. Il se dirigea droit sur eux, certain de son impunité. « Donne le sac, la femme. » Sandrine recula. Jean pointa son fusil. « N'approche pas, Corbeau, je tire. »« Non, tu ne tireras pas, » ricana Corbeau. Et à cet instant, il sortit de la poche de son manteau un petit pistolet noir et élégant. Il l'avait eu tout ce temps. Il fut plus rapide que Jean ne put l'être. Mais il ne le pointa pas sur le vieil homme, il le pointa sur Sandrine. « D'abord toi, ensuite le vieil homme, » dit-il. Jean cria et se jeta sur le côté pour la protéger. Mais Lucas était plus proche. Lucas voyait Corbeau viser une femme sans défense. Il voyait que Jean n'arriverait pas à temps. Il voyait que sa propre vie, la vie de sa fille, allait être payée par un autre sang innocent. Il n'a pas réfléchi. Il a agi. « Non !» hurla-t-il d'une voix sauvage. Il ne cherchait pas à sauver Sandrine, il cherchait à arrêter Corbeau. Il se jeta en avant et poussa, non pas Sandrine, mais Corbeau de toutes ses forces, sur le côté. Corbeau ne s'y attendait pas. Il n'était pas un combattant. Le choc le déséquilibra. Le pistolet tira, mais la balle se logea dans le plafond, les arrosant de poussière de béton. Corbeau chancela. Ses chaussures de luxe glissèrent sur le sol glacé et sale. Il agita désespérément les bras pour garder l'équilibre. Son visage perdit toute sa superbe aristocratique. Une terreur pure et animale s'y peignit. Il recula d'un pas. Un autre pas. Et son pied rencontra le vide. Il poussa un unique cri bref et surpris, et disparut. Un lourd splash brisa le silence. L'eau sombre et huileuse de la fosse jaillit sur le bord en béton. Puis, le calme revint. Pendant quelques secondes, les trois, Jean, Sandrine et Lucas, restèrent immobiles, abasourdis.
Lucas regarda ses mains avec lesquelles il venait de pousser Corbeau, avec un mélange d'horreur et de soulagement. Jean fut le premier à reprendre ses esprits. Il s'approcha lentement du bord de la fosse, le fusil prêt. Il éclaira le fond avec sa lampe. Rien. Juste de l'eau noire et glacée où flottaient des détritus. L'eau sombre se calmait déjà, se refermant sur ce qui était tombé. Corbeau avait disparu dans l'enfer qu'il avait lui-même créé. Jean abaissa lentement son fusil. Il regarda Lucas. Celui-ci était adossé au mur, respirant lourdement. Son pistolet était tombé à ses pieds. Il était brisé. Sandrine, tremblante, serrait contre elle le sac de preuves. Ils étaient vivants. Ils avaient gagné. La gendarmerie, murmura Sandrine. Il faut appeler. Pas de réseau, dit Jean d'une voix sourde. Il le brouillait. Il regarda Lucas. Toi, dit-il. Prends ça. Il désigna le sac et l'unité centrale. Aide-nous à porter. Tu nous ramènes à Rochefort en montagne. Ensuite on verra ce qu'on fait de toi. Lucas hocha lentement la tête. Pour la première fois depuis longtemps, il ne ressentait plus la peur de Corbeau. Il ne ressentait qu'un vide glacial et infini, et, étrangement, une sorte de liberté. Le silence dans l'atelier froid était palpable. Jean Dubois, Sandrine Leroy et Lucas se tenaient là comme trois statues. Jean fut le premier à bouger. La guerre qu'il menait dans sa tête depuis 5 ans était terminée. Lucas s'était laissé glisser le long du mur, secoué de sanglots secs et silencieux. L'homme qui le tenait en laisse avait disparu, mais avec lui, le seul espoir de sauver sa fille Chloé. Sandrine regarda cet homme brisé. Elle aurait dû le haïr. Mais elle voyait en lui une autre victime de Corbeau. Jean s'approcha de lui. Debout, dit-il d'une voix sourde, sans colère. Tout est fini, dit Lucas. C'est lui qui payait les médecins. Il ramenait les médicaments. Maintenant elle va mourir, ma Chloé. Elle va mourir. Peut-être, dit Jean durement, car la vérité dans la forêt était toujours dure. Ou peut-être pas, si tu te lèves maintenant, si tu nous aides à porter ça. Tu nous ramèneras. Tu sais comment démarrer ce camion. Lucas hocha la tête. Je ne peux pas. Il est dans la fosse. C'est moi. Je l'ai tué. Il s'est tué lui-même il y a longtemps, trancha Jean. Il n'a fait que tomber. Debout. Le retour vers Rochefort en montagne fut le plus long de leur vie. Ils roulèrent dans la cabine du camion. Lucas conduisait, les mains agrippées au volant. Sandrine était assise au milieu, serrant le sac. Jean était près de la fenêtre, son fusil sur les genoux. Ils ne parlaient pas. Ils arrivèrent à Rochefort en montagne au lever du jour. Le village, paisible et enneigé, semblait irréel. Ils s'arrêtèrent devant la maison de Sandrine. Sur le perron, comme une sentinelle, était assis Pierre Bernard. Il n'avait pas dormi. En voyant le camion, il épaula son fusil, mais le rabaissa aussitôt en reconnaissant Jean. « Tout est calme, Pierre ?» demanda Jean, comme s'il revenait de la pêche. Pierre Bernard hocha la tête, cracha dans la neige. « Calme, dit-il en regardant le camion inconnu et Lucas, blême, dans la cabine. La théière est sur le poêle. Ton chat, Sandrine, a mangé. Il ne posa aucune question. Jean lui fit un signe de tête. Merci, Pierre. Rentre te reposer. Le vieil homme s'en alla, sa mission accomplie. La première chose que fit Sandrine fut de se précipiter vers la cave. Elle souleva le lourd couvercle. Vesta était là. Elle était vivante. Sandrine descendit près d'elle, et cette fois, la louve ne se contenta pas de la laisser la toucher. Elle fit un faible mouvement et lécha sa main qui sentait le gel et le métal. C'était un pardon. Jean fit entrer Lucas dans la maison et l'assit sur un tabouret dans la cuisine. Le sac de dossier et l'unité centrale étaient posés sur la table comme une bombe à retardement. Et maintenant ? demanda doucement Sandrine en entrant. Jean regarda Lucas. Maintenant, il doit faire un choix. Il a le téléphone satellite de Corbeau. Il appellera, non pas notre gendarmerie de village, mais Clermont-Ferrand, la DGSI, le parquet national financier, un endroit où Corbeau n'a pas encore eu le temps de tout acheter.
Lucas leva la tête, les yeux vides. Pourquoi? Ma fille, parce que c'est ta seule chance, dit Sandrine en s'approchant. Elle lui parlait non pas en victime, mais en médecin. Ta seule chance que le tribunal tienne compte de ton repentir, qu'il ne te condamne pas à la perpétuité. Tu les aideras à démanteler tout le réseau. Et peut-être, quelqu'un aidera ta fille. Mais si tu te tais, tu pourriras en prison, et elle mourra quand même. Lucas resta longtemps silencieux. Il regarda cette femme mince et pâle qui venait de survivre à l'enfer mais trouvait la force de parler de sa fille. Il hocha lentement la tête. Il prit le téléphone satellite. Il passa l'appel. Ce qui suivit, Rochefort-en-Montagne ne l'oublierait jamais. 3 heures plus tard, le ciel au-dessus du village fut déchiré par le rugissement de rotors. 2 hélicoptères militaires atterrirent dans un champ enneigé, soulevant un tourbillon de neige. Des hommes en uniforme noir, armés, en gilet pare-balles, en descendirent. Des hommes sérieux et peu loquaces de Clermont-Ferrand, qui n'obéissaient pas aux autorités locales. Ils venaient pour Lucas et pour l'épreuve. Lucas alla à leur rencontre, les mains en l'air. On lui passa les menottes et on le conduisit à l'hélicoptère. Il ne résista pas. Il se retourna une seule fois et regarda Sandrine. Sandrine et Jean leur remirent le sac et l'unité centrale. L'officier en charge les écouta attentivement. Il regarda Jean. « Vous êtes Dubois, le père de Léo Dubois. » Jean acquiesça. L'officier resta silencieux un instant. « Nous connaissions votre fils. C'était un bon agent. Ça faisait longtemps qu'on surveillait cette exploitation, mais Corbeau était trop propre. Maintenant, il désigna le sac, maintenant, nous avons tout. » Ils repartirent aussi soudainement qu'ils étaient venus. Et sur Rochefort-en-Montagne, le silence retomba, et le printemps arriva. L'hiver ne céda pas tout de suite, mais le soleil faisait son œuvre. La Dordogne noircit et se fissura. L'affaire Corbeau fit l'effet d'une bombe à Clermont-Ferrand. Les preuves ramenées par Jean et Sandrine étaient irréfutables. La comptabilité parallèle, le disque dur avec la correspondance, les contrats avec les entreprises asiatiques. Les arrestations se succédèrent dans toute la région. Fonctionnaires, gendarmes, responsables forestiers. Le réseau de Corbeau était immense. L'exploitation du Rocher Noir devint un lieu de pèlerinage pour les enquêteurs. On remonta le corps de Corbeau du fond de la fosse. Son empire s'était effondré le jour même de sa chute. Lucas, pour sa pleine coopération avec l'enquête, obtint la peine minimale. Et sa fille Chloé fut prise en charge dans un programme fédéral. Les meilleurs médecins de Paris s'occupèrent de son cas. Elle avait une chance. Jean et Sandrine la prirent par une lettre que Lucas réussit à leur faire parvenir de prison. Jean vendit sa vieille estafette. Sandrine vendit quelques bijoux de sa mère. Avec cet argent, et ce que leur envoyaient maintenant des gens reconnaissants qui avaient entendu leur histoire, ils commencèrent à construire. Ils ne reconstruisirent pas la grange de Jean. Ils commencèrent à construire sur le terrain de Sandrine, à côté de sa maison. De grands enclos spacieux, un bloc de 40 chauffé. Jean maniait la hache comme dans sa jeunesse. D'autres hommes de Rochefort-en-Montagne, y compris Pierre Bernard, se joignirent à lui. Ils ne construisaient pas une simple grange, ils construisaient un refuge. Sur le portail, que Jean avait lui-même sculpté, il grava le nom, l'espoir de Léo et Stéphane. Ce n'était pas seulement un hommage, c'était leur nouvelle vie, leur nouveau but, né des cendres et du chagrin. À cette époque, Vesta était complètement remise. Ses blessures étaient cicatrisées. Sa fourrure était redevenue épaisse et brillante. Elle ne vivait plus dans la cave. Elle vivait dans le plus grand des enclos. Mais c'était un enclos. Elle marchait le long du grillage, regardant la forêt qui fondait. Elle n'était pas une patiente, elle était une prisonnière. Un jour ensoleillé d'avril, alors que l'air sentait la terre humide et les premières pousses timides, Sandrine et Jean s'approchèrent de l'enclos. Jean lui apporta un dernier morceau de viande. Vesta le mangea sans les quitter des yeux. Dans ses yeux jaunes, il n'y avait plus ni peur, ni douleur. Seulement la sagesse sauvage et éternelle de la forêt. « C'est l'heure, dit Jean. Sandrine hocha la tête. Son cœur se serra. Au fil des mois, elle s'était attachée à cette âme silencieuse et fière. Vesta l'avait sauvée, tout comme elle avait sauvé Vesta. Jean ouvrit le verrou de la porte de l'enclos.
Il l'ouvrit en grand, libérant le passage vers la forêt. Vesta ne se précipita pas. Elle sortit lentement, avec dignité. Elle s'approcha de Sandrine et frotta son nez froid et humide contre sa paume. Un adieu. Puis elle s'approcha de Jean. Elle le regarda droit dans les yeux. Un regard long, profond. L'homme et la bête. Tous deux avaient tout perdu, et tous deux avaient survécu. Elle n'était pas domestiquée. Elle n'était pas une amie. Elle était l'esprit de cette forêt qu'ils aimaient tant. Elle était la liberté pour laquelle ils s'étaient battus. Vesta fit demi-tour et, en 3 bonds, elle traversa la clairière. Elle ne se retourna pas. Une ombre blanche vacilla entre les troncs sombres des chênes et se dissolut dans la forêt printanière. Jean et Sandrine restèrent longtemps à la regarder partir. Ils ne ressentaient pas de perte, ils ressentaient la paix. Elle est libre, dit doucement Sandrine, essuyant une larme qui avait quand même roulé sur sa joue. Et nous aussi, répondit Jean, posant sa main lourde et calleuse sur son épaule. Ils firent demi-tour et retournèrent vers la maison, vers les nouveaux enclos, où un lynx blessé, qu'on leur avait apporté la veille, attendait déjà leur aide. L'hiver à Rochefort en montagne était terminé.